J'ai lu une étude sur le burn-out qui disait que 40% des soignants sont ou seront en burn-out. C'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de montrer les signes pour ne pas arriver jusque le vase qui déborde, parce qu'il faut des années pour s'en remettre. Et ma médecin me fait la prise de sang. Elle me dit, je sais pas comment vous tenez avec tout ce que vous avez là en même temps. Je lui raconte que je me suis effondrée au bloc et elle me dit, non mais là on y est. Anaïs, vous êtes en burn-out. La sensation de boule au ventre, de gorge serrée, pression thoracique, regard vide. Là je me dis, je suis trop bizarre. Presque, j'espère avoir un accident. Je me dis, j'ai un accident, je suis à l'hôpital, moi je suis dans un lit, je peux dormir. Que ma journée elle s'arrête là en fait. Je te jure, c'est des pensées que j'ai eues et pas qu'une fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audacieuse par Infirmière Libre, donc le podcast numéro 1 des infirmières, créé par des infirmières pour les infirmières. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, donc les signes du burn-out que l'on refuse de voir. Et comme d'habitude, nous allons essayer de vous donner une nouvelle perspective et vous permettre de ressortir boosté à bloc de cet épisode, afin que vous puissiez à votre tour passer à l'action et redevenir le personnage principal de votre vie. Et sans plus attendre, on attaque tout de suite. Donc aujourd'hui, on reçoit Anaïs qui a été infirmière pendant 10 ans, qui a justement repris le contrôle de sa vie, qui est redevenue le personnage principal de sa vie. Anaïs, qu'est-ce que t'évoques ce sujet ? Alors, le sujet du burn-out, évidemment, comme toute infirmière, fait sens pour moi. Je pense que dans chaque infirmière, on ressent certains symptômes du burn-out. En fait, ce mot fait sens en deux gros points pour moi. D'abord, la moi du passé, la moi infirmière, parce que je pense qu'à un moment donné, à la fin de mon parcours infirmier, j'ai été touchée par des symptômes du burn-out. Je dis je pense et j'y mets des guillemets, j'y reviendrai un peu plus tard quand je vous aurai expliqué le second point. Le second point, j'accompagne dans ton programme Infirmière Libre, je suis coach et j'accompagne beaucoup d'infirmières en reconversion qui ont déjà passé du coup le cap du changement et qui sont pour la plupart en burn-out, c'est diagnostiqué. Mais il y en a beaucoup pour lesquels je pense moi qui sont en burn-out inconscient ou en symptômes inconscients. J'ai déjà lu une étude sur le burn-out qui disait que 40%, si je dis pas de bêtises, 40% des soignants en France sont ou seront au cours de leur carrière en burn-out. Et je pense que ce chiffre, justement, il est même encore biaisé parce que quand je disais « je pense », pour parler de mon cas, je pense que le burn-out, il est un peu vicieux, silencieux. Il y a des symptômes qui sont, quand je dis silencieux, c'est un mécanisme comme ça qui se met en route, et notamment la fatigue, l'épuisement. Et je pense que comme on est infirmière, c'est une vocation, on l'est très jeune parce que pour la plupart on commence à 18 ans. En fait, le métier d'infirmière devient une identité, il fait partie de nous, il nous détermine, enfin on pense qu'il nous détermine, et au fur et à mesure s'installe cet épuisement, cette fatigue. On ne s'écoute pas parce qu'on soigne tout le temps les autres, et du coup on s'oublie un peu. Et je pense que beaucoup en fait sont sur le processus du burn-out et le cachent, l'enfouissent à mon sens, et je l'ai fait. Je me suis pas écoutée et je me suis dit bon, qu'est-ce qui m'arrive, et je faisais que de changer, et je pense que je faisais que de changer parce que je cherchais à me renourrir, à trouver un sens. Quand tu dis je faisais que de changer, c'était de poste ? Ouais. Ok. Moi j'étais sur un pool, ça me convenait bien parce que je changeais sans arrêt, j'avais pas toujours le même rythme, pas toujours les mêmes collègues. Ensuite je me suis dit bon, je sentais que j'étais au bout, j'étais essoufflée. Je suis maman de 3 enfants en bas âge, donc je m'étais mariée, j'avais acheté une maison qu'on avait rénovée. Plein de facteurs où mes collègues me disaient « mais t'es dingue, fais pas ça, tu vas divorcer, tu vas t'épuiser ». Et non, parce qu'on a aussi, quand on est infirmière, un petit peu cet ego déplacé de « ben non, moi depuis toujours j'enchaîne, j'y vais, on se donne pas le droit de flancher parce que c'est comme ça, on doit être là pour les autres et on est formaté comme ça ». Je pense même depuis les études infirmières, je pense qu'il y a aussi cette origine. Dès le début, les premiers stages, etc., on nous dit c'est comme ça le métier, il faut tenir. Et en fait, je pense même qu'il y a un problème dès le démarrage de la formation. C'est hyper intéressant quand tu partages le « je pense, je ressens ». Effectivement, on n'est absolument pas éduqué sur ce qui est les signes d'un burn-out, et donc il y a plein de personnes qui le sont ou qui sont en phase 2 mais qui n'en ont pas conscience parce qu'on ne le sait pas. Tant que tu n'as pas conscience de ce que c'est, aujourd'hui c'est considéré comme une maladie encore trop peu connue mais qui est réelle. Moi j'ai écouté un podcast hyper intense qui parlait des signes extrêmes des burn-out, des gens qui ne savent plus marcher, des gens qui perdent carrément la vue, des gens qui ont des troubles de la mémoire mais extrêmement profonds, enfin vraiment des choses qui sont extrêmes. Mais ça c'est quand tu arrives en fait
de l'autre côté. Tu as une espèce de jauge, et à un moment, ta jauge, elle explose, et tu as des symptômes qui sont extrêmes. Mais avant d'arriver à ça, il y a plein de symptômes annonciateurs. Tu as plein de petites choses qui viennent te dire attention, attention, attention. Mais en fait, tu ne t'en rends pas compte. Tu n'as pas cette conscience de te dire là, c'est parce que je suis en surcharge mentale. Parce que le burn-out, il vient d'une surcharge mentale, surcharge physique, mentale, qui est soit liée au travail, mais on parle aussi de burn-out familial. Il y a des gens qui ont aussi des burn-out à cause de la gestion, surtout les femmes, de la gestion familiale, etc. Mais souvent, c'est l'ensemble aussi qui fait que c'est beaucoup trop. Et puis, il y a ce truc qui explose à un moment. Et je pense que l'infirmière a beaucoup de ces symptômes pendant très, très longtemps, sans même se rendre compte qu'elle est sur la route du burn-out, clair et net, donc celui où tu craques. Et il y en a qui s'arrêtent tout juste et d'autres pas. Peut-être, toi, tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es dit, là, c'est trop. Est-ce qu'il y a eu... quels ont été les symptômes annonciateurs et quel a été le jour où tu as craqué? Moi, comment ça s'est passé? Donc effectivement, j'étais sur un pool et puis je me suis dit, bon, j'ai fait le tour. J'avais donc fait ma vie familiale, etc. Acheté la maison, mariée au même moment, tout dans la même année. Mariée, acheté la maison, rénovée, bébé surprise, tout dans la même année. Et j'ai décidé dans cette même année, pourquoi pas, de changer et d'aller vers le libéral. Donc je vais vers le libéral, c'est une création de cabinet, donc c'est aussi intense parce que du coup on s'installe dans une zone surdotée où il faut aussi trouver... elle n'était pas encore surdotée, mais elle l'est maintenant, et où il fallait du coup se faire la patientèle, etc. Et je me rends compte, ok, non, c'est pas aligné, c'est pas ce que je veux, c'est toujours pas ce que je cherche. J'avais ce besoin encore de changement et d'évolution, mais j'arrivais plus à me sentir alignée, heureuse, épanouie, comme je le voulais finalement. Il y avait cette petite part de conscience en moi qui me disait il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, mais j'étais retenue par ce sentiment de responsabilité quand on est infirmière, que ce soit en libéral avec notre cabinet, nos patients, même en service, on a la responsabilité parce qu'il faut remplacer les collègues, etc. Donc, et j'avais aussi cette culpabilité, ce fait de me dire il faut rester infirmière parce que je suis infirmière. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je suis infirmière, tout le monde me voit comme une infirmière, me dit t'es bien courageuse, c'est bien, c'est un beau métier, et on se dit oui c'est vrai. Et on reste, alors que c'est plus nous, en fait, déjà depuis un moment. Donc là, pareil, je me remets en question et je me dis non, je vais rappeler le CHU, voir ce qu'ils ont à me proposer, que ce soit cadre, que ce soit autre chose. Et on me dit que j'ai le profil d'une infirmière de bloc opératoire. Ok, super, nouveau challenge, j'adore ça, les challenges, me dire ok, nouvel objectif, on y va en fond, je suis très curieuse, j'aime toucher à tout, voir tout. Donc j'y vais, pleine d'entrain. Et j'y vais et je découvre presque une sorte de reconversion, parce que c'est encore un autre monde, mais un monde froid, au sens propre comme au sens figuré. Et moi, j'aime la chaleur humaine, j'aime le contact, j'aime le relationnel. Et j'arrivais quand même à y trouver mon compte parce qu'il y avait une dose d'adrénaline et une dose d'apprentissage intense à absorber parce que j'étais en traumatologie, ortho et chiresthétique. Donc, en termes d'arsenal, c'est des boîtes à n'en plus finir, il y a plein de temps opératoire à connaître, donc c'était quand même vibrant. Mais il se passe les premiers mois et puis je tombe sur ta vidéo qui fait sens. La vidéo où vous êtes infirmière libérale, vous êtes épuisée, etc. Je me dis ça, c'était moi il y a quelques mois. Et franchement, en fait, c'était là que j'aurais dû aller. Bon, je laisse un petit peu le temps passer pour réfléchir. Et puis, ça va être l'été. Et là, on me convoque, on me dit, il faut t'inscrire à la prépa pour être IBOD. Bah non, je vais être enfermée. Mon Dieu, là, ça va être officiel, je vais être enfermée. Bon, si tu veux, tu peux faire la prépa cadre, Anaïs. Ouais, c'est peut-être stimulant, mais alors là, cadre dans un bloc, je suis encore plus en prison. Et j'avais ce sentiment d'être en prison, c'est-à-dire emprisonnée dans quelque chose qui était gratifiant. Tout le monde me disait « Waouh, c'est bien, infirmière de bloc, mon papa était fier de moi. » Et ça, il fait partie de mon pourquoi, ma famille, j'ai toujours envie qu'ils soient fiers de moi. J'ai envie de les rendre fiers, de leur montrer que je travaille, que je suis courageuse, etc. Les mêmes valeurs qu'eux, en fait. Et je me suis dit, bon, oui, c'est bien. J'y ai réfléchi. Et puis, il y a l'été. Et là, je commence à revivre. Je me dis, je suis un peu libre, on part en vacances, etc. Et à un moment donné, je suis dans la piscine avec mes enfants, les vacances sont terminées, je sais que je vais devoir retourner au bloc opératoire, qu'il va y avoir les astreintes, etc. Et j'ai fait une photo dans ma tête. Je me suis dit, ok,
je veux plus. Ce soir, on va au restaurant avec mon mari, je lui annonce que je rejoins Infirmière Libre. Et en fait, quand je te raconte cette histoire, j'ai cette image. Tac. J'ai une photo dans ma tête du moment où je prends ma décision. Et je suis quelqu'un, quand je prends une décision, dans tous les cas, je le fais. Si c'est vraiment acté dans ma tête, je le ferai. Et du coup, bon, c'est tout. On connaît l'histoire, mon mari me suit, etc. Mais je retourne au bloc, entre-temps. Et quand je retourne au bloc, je suis plus là. En fait, c'est plus moi, je suis plus là. Et un matin, j'arrive, je suis avec une super équipe, parce que des fois, il y en a qui sont un petit peu, on a moins d'accroche que d'autres. Surtout que le bloc, c'est un milieu assez particulier. Et ce matin-là, il y a tout pour aller bien. J'ai un programme cool, je suis avec un chir que j'aime bien, je suis avec une équipe que j'aime bien. Mais j'arrive en première, il n'y a personne, je dois aller à l'Arsenal chercher mes boîtes. Et je sais qu'il n'y a personne le matin dans l'Arsenal. Et je suis quelqu'un qui vraiment pleure pas facilement. Il faut vraiment que ce soit des choses intenses pour que je pleure. Et je sais qu'il n'y a personne, et là, je m'écroule dans un coin. Je sais pas pourquoi, en fait, je veux avaler la boule que j'ai dans le ventre. Et là, non. En fait, au lieu de l'avaler, j'explose. Et il y a une ASH du bloc qui passe et qui n'est pas censée être là, et qui est là depuis de nombreuses années dans le bloc, et qui reste choquée de me voir dans cet état, et qui, du coup, le dit en repartant à quelqu'un. Et en fait, il y a la médecine du travail qui est montée et qui m'a demandé à me voir. Et en fait, je lui dis non, tout va bien, etc. Et c'est quelqu'un, cette médecine du travail, qui a vécu ça, qui a travaillé au bloc, qui a fait un burn-out. Et elle m'a dit, là, vous prenez du temps pour vous, vous repartez chez vous, et soit vous posez des vacances, soit vous posez un arrêt, mais je ne veux pas vous voir pendant au moins 3 semaines ici. Pareil, les arrêts, à part pour mes grossesses, quand j'avais un col dilaté, il n'y avait pas d'arrêt. Par contre, cette année-là, au bloc opératoire, j'ai eu la mononucléose, j'ai eu la grippe, j'ai attrapé le Covid, j'ai eu des éruptions cutanées. J'ai eu en peu de temps, que des maladies, je pense, des alarmes de mon corps qui me disaient « Stop !» Ouais, parce que quand tu es en épuisement professionnel, en fait, ton système de défense, il est diminué. Et donc, tu chopes tout. Ah oui. Déjà, tu chopes tout et ton corps t'envoie des signaux c'est incroyable. énormes. Et c'est souvent état grippal, courbature, mal de tête, mal de ventre. Ouais, c'est ça. J'ai même eu le parvovirus, une maladie infantile, normalement qui ne touche pas les adultes. J'ai pas dû l'avoir pendant l'enfance. Et étant donné que j'étais en épuisement, même ton système immunitaire, il est épuisé. Et je l'ai chopé. Et ma médecin me fait la prise de sang et elle me dit, bon, on va voir s'il y a mononucléose, le parvovirus, ces trucs. Elle m'appelle, elle me dit, Anaïs, je peux vous voir ? Ah oui. Je me dis, c'est grave ou... Elle me dit, je sais pas comment vous tenez avec tout ce que vous avez là en même temps. Quelques semaines après, je lui raconte que je me suis effondrée au bloc et elle me dit, non mais en fait, là on y est. Avec tout ce que vous avez eu cette année, alors que je vous vois jamais. Plus, là, le fait que vous êtes effondrée au bloc, elle me dit, là, Anaïs, vous êtes en burn-out. Pardon, mais Anaïs et burn-out... C'est quoi ce mot ? Non, mais c'est ça. Ça peut pas aller ensemble. Bah oui, c'était pas... Non. Est-ce qu'il y avait pas une part de toi, et je te pose cette question parce que moi je l'ai pensé, un peu honteusement, le burn-out c'est pour les faibles. Ben, totalement. Déjà là, c'est une confidence de te le dire et de me dire, tout le monde va le savoir, parce que maintenant je me dis c'est ok, en fait ça peut concerner tout le monde. Avant ça, j'en parlais pas trop. Hein. Pour moi, je me suis dit, oh là là, déjà rien que devoir être en arrêt, c'était pas moi. J'avais honte. C'était pas normal. Enfin, et je pense, en plus je me dis toujours, non mais ça va, il y avait pas raison d'être en burn-out, ça allait, hein. Mais non, stop, il faut qu'on se dise... Et donc, suite à ça, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui va pas dans ma vie ? Ok, j'ai beaucoup de charges parce que je suis maman, etc. Mais mon mari m'accompagne, on le gère très bien. Qu'est-ce qui me rend comme ça ? Donc je suis allée voir une psy, mais il m'a fallu d'une consulte. Et tout de suite, elle m'a dit, vous identifiez tout. Et en fait, c'est que j'étais plus à ma place, ça ne me plaisait pas. Et il fallait que j'assume que ça me plaisait pas, que j'allais faire marche arrière, mais ça, je voulais pas faire marche arrière en me disant, bah allez, je retourne en service ou je retourne en libéral. Ça, c'est hors de question, parce que là, ça aurait été vraiment pour moi un échec, puisque je savais que c'était plus aligné avec moi. Et parce qu'il y a une question d'alignement dans ce qu'on fait. Exactement. C'est pas une question forcément d'heures. Oui. Parce que tu peux taper des heures dans un domaine et que t'es animé par ce que tu fais, tu te sens à ta place, tu vois, il y a un but derrière et t'es amené par cette mission que tu es en train de faire alors que tu travailles comme une dingue. Ou le côté où forcément tu travailles pas énormément d'heures,
Mais par contre, tu es complètement à côté de ce que tu as envie de faire et donc il n'y a plus de sens et ça peut amener aussi à une surcharge mentale et de l'épuisement et le burn-out comme on connaît. Et c'était drôle parce que moi, je me suis toujours plaint de travailler beaucoup quand j'étais infirmière. Et puis quand je suis devenue vraiment indépendante full-time dans des secteurs plus business que le libéral, parce que comme je dis toujours, le libéral c'est un faux entrepreneuriat, c'est un peu différent. Travailler plus et j'ai jamais été aussi libre de ma vie. Oui, c'est ça qui est fou. Je suis totalement d'accord. Moi, c'est comme ça que je l'ai identifié et c'est comme ça que je me suis soignée. Et très franchement, la thérapie, je pense qu'en fonction du problématique du burn-out, parfois ça peut être ça justement. Moi, j'ai fait un point, je me suis dit, ok, en fait, le problème c'est que ça ne me plaît plus. Et qu'est-ce qui me plaît ? Et dès l'instant où je me suis inscrite au programme, du coup, là c'était fin septembre, parce qu'il y a eu un laps de temps entre les appels, etc. D'ailleurs, je me souviens, l'appel de Perrine, où je suis dans l'arsenal du bloc et où je réponds. Et d'habitude, je ne répondais jamais au téléphone et je me dis, je réponds. Alignement des planètes, c'était Perrine pour me donner les informations sur le programme. Et dès l'instant où j'ai signé, je me suis dit, allez, je signe, me reconvertis, je vais faire ça. Pouf, tout est parti. Et ben là, ça y est, j'avais un but ultime, j'étais animée, excitée presque par ce projet, et j'y ai mis toute mon énergie. Alors ma médecin, je lui en ai parlé, évidemment, elle m'a dit c'est une super idée. Mais attention. Ça peut être vraiment thérapeutique, mais attention, vous avez besoin de repos. Et je ne l'ai pas écouté et je regrette pas parce que non, en fait, j'avais vraiment... Alors souvent, après un burn-out, on dort énormément, c'est vrai. On dort jusqu'à 18 heures par énorme, jour et ce pendant des mois. Et ils appellent ça une espèce de phase d'hibernation où les personnes elles ont besoin de récupérer tout l'épuisement qu'elles ont accumulé. Et justement, c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de montrer les signes pour ne pas arriver jusque le vase qui déborde parce qu'il faut des années pour s'en remettre. Il y a des séquelles. Oui. On va garder ça toute sa vie, ça veut dire qu'on va être très sensible à tout ce qui est épuisement, fatigue, surcharge, stress, anxiété, toute sa vie. Et le but, c'est de ne pas arriver jusqu'à ce vase qui déborde. Je pense que toi, tu n'es peut-être pas arrivé jusqu'à... Moi, c'est mon cas aussi, je l'expliquerai après. J'ai hâte de savoir. Je n'ai pas passé ce cap, mais il y en a beaucoup qui le font. Et pour revenir sur le fait d'avoir dit c'est un peu gênant de faire un burn-out, c'est un peu pour les faibles, entre guillemets. Pour moi, c'était presque une fausse maladie de certificat. Ouais. Genre, tu sais plus travailler parce que t'es fatigué, t'es à la flemme ou quoi. Je me mets en burn-out. Et on sait qu'aujourd'hui, on a le certificat facile. En tout cas, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, il y a le certificat facile. Et quand tes collègues, que t'es là, t'es en train de galérer, machin, c'est la galère totale. Ça remet des certificats, tu te dis, mais merde, quoi. Putain, ça paraît presque injuste parce que tu crois pas à cette maladie, parce que c'en est une. Et puis un jour ça t'arrive ou ça arrive à un de tes proches et tu dis ah ouais, c'est réel en fait. C'est ça. Ça existe. Souvent en plus dans les services on en fait un peu un sarcasme, des petites blagues, elle va finir en burn-out. Exactement. En vérité, moi la première, alors personnellement je faisais pas ce genre de sarcasme, mais par contre me concernant, jamais j'aurais pensé même vivre un symptôme du burn-out, parce que quand j'ai mis des guillemets et que je disais je pense, moi je pense, et j'en avais parlé avec mon médecin qui m'avait dit vous êtes en bore-out, c'est-à-dire que moi j'étais au bord. Là j'étais, en fait je me suis arrêtée pile au moment où j'aurais pu sombrer. Okay. Et je pense que c'est sûr, moi c'est identifié, j'en suis persuadée. Mon mal-être, c'est que je n'étais plus à ma place parce que ça ne me plaisait plus. C'était peut-être en accord avec la Anaïs plus jeune, etc., la vingtaine. Trentaine, je commençais à m'accomplir, avoir plus confiance en moi, avoir envie de plus grandes choses. J'avais goûté au faux entrepreneuriat du libéral. Je retourne à l'hôpital. Mince, non mais en fait, moi j'ai envie d'entreprendre. Et du coup, j'avais cette envie qui me frustrait. Et dès que j'ai trouvé un peu la solution, pouf, j'avais déconnecté déjà avec le monde du blog. Je voulais plus y aller. Et donc cette médecin qui me dit ok, ça peut être thérapeutique, mais attention, il faut se reposer. Je me suis pas reposée. Je me suis mis à fond dans mon projet. Mais à fond, ça m'a animée. Et c'est ce qui m'a sortie de là, parce que depuis, j'ai jamais eu besoin de thérapie ou autre. C'est mon adrénaline, c'est mon essence. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pareil finalement. Quand je fais le prorata des heures que je peux passer entre mon activité de cabinet, puis après les coachings avec les filles, la dernière fois même, je t'ai écrit, je t'ai dit Zoé, là, je suis pas trop occupée, je m'ennuie quand je travaille pas. Mais parce qu'on est tellement libre que ce travail, c'est même presque passionnel finalement. Et ce sentiment, mais pour rien au monde, je l'échange. Et il faut vraiment que les infirmières qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre et qui se sentent plus animées par leur métier, qui vont avec un peu la boule au ventre ou autre,
mais je vous promets qu'il existe, et il n'y a pas que des cabinets de technologie esthétique, mais Oui, il existe tellement de domaines où vous pouvez vous accomplir et vous épanouir et vous sentir libre. Et je pense que toi, du coup, j'ai hâte de connaître ton histoire, qui a l'air du coup de ressembler un peu à moi avec mon bore-out. C'est ça. Mais j'ai hâte de t'entendre du coup. Là, ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, c'est « trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie ». C'est vraiment ça, tu travailles mais en fait tu as l'impression que tu ne travailles plus, et donc ça c'est hyper intéressant, et merci pour ce partage. Ouais, effectivement je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes, déjà par le fait de ne pas assumer d'être en burn-out, parce que moi c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est machine de guerre, on avance quoi qu'il arrive, pas de faiblesse, pas de fatigue, pas de machin, il faut se lever le matin, il faut avancer, il faut travailler le plus d'heures possible pour gérer sa vie, gagner de l'argent pour pouvoir faire des autres projets, enfin tout le temps vraiment en mode robot, machine de guerre, jamais de faiblesse. Une maman qui m'a toujours drillé en mode allez on se lève, on avance, il faut aller comme ça, et j'ai été éduquée comme ça, et donc pour moi, tout ce qui est épuisement professionnel, etc., je me dis ça n'existe pas. C'est pas possible. Et si ça existe, et moi, comment ça a été amené chez moi, ça a été très court, parce que j'ai arrêté tout juste. Donc comment ça s'est passé, c'est que je pense que tu me connais, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis toujours joyeuse, en tout cas très régulièrement. C'est très rare que j'ai des bad moods, je ne sais pas ce que c'est qu'un sentiment de dépression, je peux avoir des problèmes, j'y fais toujours face assez facilement. Alors je vais pas dire que je suis toujours à 100%, attention, j'ai des petits downs, etc. Mais le sentiment de négativité, de tristesse, de mélancolie, de tout ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, vraiment, très honnêtement. Et 10 ans que je fais du libéral, je me lève tous les matins, 4h50, j'arrive chez mon premier patient, il est 5h15, je commençais hyper tôt, je rentrais chez moi, il était 20h, etc. J'ai fait ça pendant 10 ans, parfois des 25-28 jours d'affilée, je n'avais pas forcément de remplaçant, etc. Et voilà, même si c'était dur, je l'ai toujours fait, je me suis jamais plaint, let's go, c'est parti. Et puis vers la fin, donc juste avant que j'arrête, je commence à être une autre personne. Ça veut dire que je me lève le matin, la sensation de boule au ventre, de gorge serrée. J'ai l'impression que quelqu'un me serre la gorge comme ça, comme si presque j'ai du mal d'avaler ma salive. Pression thoracique, regard vide. Et là, je me dis, je suis trop bizarre. Et je m'en souviens comme si c'était hier, je faisais des vocaux à ma mère. Et je disais, je suis particulière, maman, je me sens trop bizarre, je me demande si je vais pas être malade et tout, je suis vraiment bizarre. Je me dis, demain ça ira mieux. Et à chaque fois, je répétais, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux. Je me rends compte que ça va jamais mieux le lendemain, je suis encore pire. Ça veut dire que même un sourire sur mon visage, je l'avais plus. Plus envie de rien faire, je sors plus de chez moi, je vois plus mes amis, je mets même plus la musique dans ma voiture. Donc je suis dans un silence de plomb, donc je passe toute la journée, infirmière libérale, tu sais bien, on passe sa journée dans la voiture, dans un silence de plomb, à fixer la route comme une malheureuse. Presque, j'espère avoir un accident. Oh, ouais, je te jure. Violent. Pour que ma journée s'arrête là, en fait. Et que je te jure, c'est des pensées que j'ai eues, et pas qu'une fois. Je me dis, j'ai un accident, je suis à l'hôpital, moi je suis dans un lit, je peux dormir. Wow. Et en y repensant, je me dis, mais c'est un truc de dingue de penser à ça. Et je faisais ma journée comme ça, regard vide, pression ici, pas de son, je rentre chez moi, je dors, je me lève, je vais travailler comme un espèce de robot. Je me souviens, c'était l'anniversaire de Carla, et je suis là, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Pas à ma place, je vois les gens qui rigolent, qui s'amusent. Et moi, là, je me dis, mais what ? J'ai rien à faire ici. Je me sentais pas à ma place parce que je voyais les gens heureux, passer un bon moment, et moi, j'étais incapable. D'ailleurs, je lui ai jamais raconté ce sentiment que j'ai ressenti, elle le sait pas. Mais ça, c'est pas toi du tout. Ah non, c'est pas moi du tout. Je suis hyper sociable, j'adore profiter de la vie, etc. J'adore être avec du monde et compagnie. Et là, plus du tout là, je n'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi, dans mon divan, comme ça, à regarder la télé comme une malheureuse, et les jours comme ça, ils passent. Et là, je me dis, non, problème. Mais j'arrive pas à identifier que je suis au bout du truc. Pour moi, je suis, je sais pas, je suis juste bizarre. Je me dis, il y a un truc qui a changé chez moi, j'arrive pas à identifier ce que c'est. Juste, je me trouve trop bizarre. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que je me lève un matin, donc le jour où j'ai décidé d'arrêter. Là, je suis carrément cynique avec les patients. Tu vois, je suis là... Ouais, oui, ouais. En fait, je suis là juste pour pointer la carte et rentrer chez moi, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, non, en fait, je peux plus. Mes pauvres patients, ils ne vont, pour certains, ne voient que moi. Et moi, j'arrive là avec la gueule jusque par terre. En fait, non, c'est juste pas possible. Et là, je monte de ma voiture, prends mon téléphone, je fais un vocal à la personne qui travaille avec moi à ce moment-là. Je partais en vacances. C'était la veille que je partais, donc c'était vraiment le jour où je me suis dit, je les fous pas dans la merde. Il y a 10 jours pour trouver une remplaçante. Je leur dis, écoute, faut trouver quelqu'un. Parce que je reviendrai pas.
Je ne reviendrai pas, c'est fini, je peux plus mettre un pied. Et je suis partie comme ça du jour au lendemain. Et je suis jamais retournée. J'ai dit au revoir à aucun de mes patients. Faut le savoir, c'est quelque chose avec lequel j'ai culpabilisé hyper longtemps. Parce que je suis partie comme ça, mais même aller leur dire j'arrête, incapable. Je pouvais plus, fini, terminé. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai tout jeté à la poubelle. Et j'ai dit je n'y retournerai plus jamais. Et bon, ça tombait très bien, c'est que la personne qui travaillait avec moi, elle voulait faire bâtir sa maison, elle a besoin de travailler plus. Elle m'a dit nickel, moi ça m'arrange, je reprends tes jours, etc. Et ça s'est terminé comme ça, très bien pour tout le monde. Mais j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça a duré pendant des semaines où je me sentais hyper mal sans savoir ce que j'avais. Pour moi, c'était pas un burn-out, j'étais juste bizarre, quoi. Tu vois, j'étais en train de changer, j'étais un peu peut-être déprimée, mais il y avait un tas de choses. J'avais aussi la vie personnelle qui faisait que machin. Et voilà comment ça s'est passé, du jour au lendemain. Et j'ai arrêté. Et pareil, j'ai arrêté tout juste parce que dès que j'ai arrêté, tu vois, quand l'image de quelqu'un qui porte un énorme sac sur le dos et qui marche un peu comme ça, j'ai l'impression qu'on a fait ploup, on me l'a enlevé, je me suis redressée. C'est marrant parce que tu dis exactement de malade. La phrase que j'ai sortie à ma médecin quand je lui ai dit que je m'étais inscrite à ton programme. Je lui ai dit, j'ai enfin retiré le sac à dos hyper lourd de mes épaules. Et ça, c'est marrant parce qu'on a toutes un peu les mêmes verbalisations. Bah ouais, c'est très représentatif. Et toi, pour ton histoire, toi qui es si solaire, le métier d'infirmière a failli t'éteindre ta lumière. Que c'est pas toi, ça. Hein. Ah non, c'est pas moi du tout. Moi qui te connais aujourd'hui. Ah non. Et quand tu parles de discipline, en vrai, t'étais une entrepreneuse née. Tu sais que l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir une vraie discipline, mais mise au bon endroit avec des bonnes énergies. Et finalement, justement, le métier d'infirmière, c'est aussi de la discipline, de la rigueur. Mais est-ce que dès le début, dès les origines, les études, elles sont déjà mises dans le monde où il y en a plein qui sont en épuisement, et j'ai l'impression que maintenant on les dégoûte de plus en plus tôt. La santé va mal. C'est presque un problème de santé publique aujourd'hui, le burn-out pour les soignants. Et les stages, oui. T'as envie de te flinguer. Mais oui, les stages, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est la pire période de ta vie, c'est les stages en infi. Ouais. Vraiment, c'est infect. Ces années d'études sont horribles. J'ai même arrêté 1 an, moi, à cause d'un stage. Donc moi, j'ai fait 1 an. J'ai arrêté pendant 1 an parce que je suis tombée dans un stage en chirurgie avec des infirmières horribles. Ah ouais, des garces, elles m'ont démontée. J'ai dit, mais moi, je veux pas faire partie de ce monde. Et du coup, j'ai arrêté pendant 1 an, puis j'ai repris. Et c'est pour ça que je suis partie tout de suite en libéral, parce qu'en Belgique, tu as le droit de faire du libéral directement quand tu sors. J'ai dit, mais moi, jamais de la vie, je vais dans un hôpital. Jamais de la vie. Ouais, je préfère mourir que d'aller travailler dans un hôpital. Tu sais, c'est comme... Je crois que j'ai jamais aimé ce métier, en plus, finalement. Dans ces études, tu dois faire toutes les spécialités et tu es obligé d'aimer toutes les spécialités ou de faire semblant de les aimer pendant tes stages, sinon on t'invalide un peu. Alors que par exemple, la psy, pour quelqu'un qui veut faire des soins d'urgence ou de la réanimation, ça va peut-être pas plaire à la personne. Mais moi, j'ai connu des étudiantes qui m'ont dit... moi, j'ai invalidé mon stage parce que j'aimais pas la psy, ou moi, j'ai invalidé mon stage parce que des choses sur lesquelles ils ont raison, ou un mot de travers, un comportement qui plaît pas, une sonnette pas répondue. Déjà là, c'est déjà trop. En fait, dès le démarrage, on est dans ce monde, et les 3 ans d'études nous essorent déjà comme ça, plus après les conditions de travail, etc. Évidemment, il y a un vrai problème à prendre au cœur, quoi. Je pense dès le démarrage, dès les racines. Quand tu as pris la décision que c'était tout pour toi, que tu allais te reconvertir et un petit peu abandonner le métier d'infirmière, je dis bien abandonner avec des guillemets parce qu'infirmière, c'est ici et on le reste toute sa vie. Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité par rapport à l'hôpital, au service public, à tes collègues en libéral, à tes patients? Comment tu t'es sentie face à tout ça? Oui, énormément, puisque on a, comme je disais au tout début, une hyper responsabilité où en plus on nous dit sans arrêt, pour mon cas au bloc on n'était plus qu'à 25% d'effectifs. La pression. Donc, et comme je le disais, il y allait avoir les astreintes. Ok, je vais les abandonner, mais qui va prendre mes astreintes que je devais faire juste après? Qui va devoir me remplacer alors qu'on est tous en bout de course? Il y en a qui sont là depuis des années. Je suis pas légitime, moi, d'être dans cet état alors que elle devrait plus y être que moi. Ça fait 20 ans qu'elle... Exactement. Moi, je pensais... la mentalité un peu d'une infirmière, les anciennes, on les couvre. Et, moi, j'aimais bien prendre soin d'elles. Et je me dis, mais non, mais t'as pas honte, Anaïs? Et en fait, non, c'est OK. Chacun doit prendre soin de soi. En fait, on est infirmière, on prend soin tout le temps des autres. On oublie de prendre soin de nous avant tout. Et effectivement, culpabilité au max. Hyper-responsabilité au max. Presque... Comme si on était indispensable alors que
on n'est qu'un numéro, hein, clairement, dans ces structures. Combien de fois on n'entend pas des filles dans le programme qui veulent se mettre à 100% dans la nouvelle activité et qui disent constamment « Ouais, mais je peux pas abandonner ma collègue. Non, mais je peux pas abandonner mes patients. » C'est ça. C'est ce truc de « je ne peux pas ». En fait, si, tu peux, et c'est pas de l'abandon. Tu as le droit de changer de ville, tu as le droit de... Je leur dis toujours, mais peut-être qu'elle, si elle avait une autre opportunité, peut-être elle le ferait ou peut-être elle le ferait pas. Mais en tout cas, la vie, elle passe trop vite. Et effectivement, et encore plus à l'hôpital, je pense, tu n'es qu'un numéro et tout le monde est remplaçable. Ça, j'en suis convaincue. Mais par le manque d'effectifs, par la pression sociale, par tout ce qu'on entend autour de l'infirmière, il y a ce truc où je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas tomber, je n'ai pas le droit d'être malade. Enfin, combien de fois j'ai été travailler avec la gastro, le Covid, la grippe, avec toutes les maladies du monde. En fait, t'as même pas le droit d'être malade. C'est ça. C'est interdit. Tu t'es malade, tu te lèves, tu vas travailler parce que, surtout en libéral, il n'y a pas de « je mets un certificat ». Les gens, quoi, tu les lèves pas, tu donnes pas les médicaments, tu fais pas les injections. C'est pas possible. Ouais. Donc, quel que soit l'état dans lequel tu es, tu te lèves et tu vas travailler. Et ça, c'est horrible de se dire « je n'ai même pas le droit d'être malade ». C'est ça. Horrible. Comme quand il y a des intempéries affreuses, personne dans les rues, et toi, t'es en train de faire des dérapages de folie pour aller mettre des chaussettes des fois à quelqu'un. Tu te dis pourquoi ? Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que t'as pas, toi, déjà eu ce sentiment ? Moi, c'est un sentiment que j'ai eu plein de fois. C'est pas normal d'être là. Par exemple, j'étais dans la nuit presque, toute seule dans ma voiture, c'est Noël. Il est 5h du mat, t'es dans ta bagnole et tu te dis, j'ai rien à foutre là. Il y a même un sentiment encore pire, je sais pas si ça te l'a déjà fait. Tu termines ta tournée et t'as un appel, tu dois retourner à un endroit où nouveau patient à installer avec un prestat qui arrive pas. Et là, chose que tu veux pas ressentir parce que t'es infirmière et tu veux prendre soin d'eux, mais t'es en colère. Parce que tu te dis, non mais je vais encore rentrer à quelle heure ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Il y a trop de sacrifices personnels pour que ça n'empiète pas sur ton ressenti envers les patients. C'est impossible. Et c'est pour ça que moi, à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que, ouais, presque je leur en voulais. Oui, c'est ça. Presque je me disais, ils ont passé toute leur vie, ils ont eu leur vie, parce que moi, j'avais beaucoup de personnes âgées, ils ont eu la chance de vivre leur vie, et moi, je suis en train de gâcher la mienne, alors que eux, ils ont fini leur vie. J'ai pensé ça. Oui, c'est fou. Non, mais c'est vrai, et en plus, on culpabilise à la fois de penser comme ça. Tu culpabilises de ouf. Mais c'est là, ça vient, c'est en toi. Ça c'est veut pas dire que tu leur fais du mal, hein, mais tu le penses. Oui. Et là, tu te dis, bah, t'as plus rien à faire là. Et à un moment, moi, je me disais, je n'ai rien à faire ici, ce n'est plus ma place. La nuit, comme ça, les Noëls, les Nouvel An, les jours fériés, tu rêves d'être chez toi. C'est ça. Et cette fatigue continuelle, tout le temps, que t'arrives jamais à en sortir. Moi, j'ai eu des problèmes de santé à cause de la fatigue. Bon, je t'en ai déjà parlé, mais moi, j'attrapais énormément d'inflammation. J'avais tout le temps des migraines. Ça veut dire que moi, les neurophènes, c'était quasi 1 par jour parce que j'avais tout le temps mal à la tête. J'attrapais de l'inflammation, donc je gonflais énormément au niveau du ventre. Et je pensais que c'était à cause de mon alimentation. Et la tête, je pensais juste parce que j'étais une meuf qui faisait des migraines chroniques. Ça fait 2 ans que je suis arrêtée d'être infirmière. J'ai plus jamais eu de migraine et j'ai plus de problème de ventre. C'est quand même un truc de fou. Tu vois, c'est ce métier-là, même des symptômes physiques extrêmement important parce qu'avoir mal à la tête tous les jours ou avoir de l'inflammation, c'est quand même grave. Combien d'infirmières n'ont pas cette problématique mais n'identifient même pas que c'est lié au boulot. Bien sûr, je suis sûre qu'on passe à côté d'énormément de choses. Énormément. Et comme je disais, il y en a beaucoup qui sont dans le bore-out, même inconscient, parce qu'elles le sont et elles l'identifient pas ou elles ne veulent pas, mais il y en a énormément qui ne sont pas diagnostiquées ou qui vont l'être. Ah oui. Et je rebondis sur toi un petit peu, tu me disais tout à l'heure que ta collègue infirmière libérale, quand elle dit je quitte tout, ça tombait bien parce qu'elle devait faire plus de jours. Si à l'inverse, elle n'avait pas réagi de cette sorte, toi, tu l'aurais vécu comment, tu penses ? Est-ce que tu serais retournée malgré tout ? Tu te serais encore fait violence ? Et là, je pense que par contre, tu aurais plongé bien plus bas. Parce que t'aurais trop attendu. C'est une excellente question que je ne me suis jamais posée. Comme je t'ai dit, j'ai pas dit au revoir à mes patients, etc. J'avais dit c'est tout, j'y retournerai plus. Mais il y a une part de moi qui me disait, je vais arrêter quelques mois et puis je vais revenir. Tu vois, comme si c'était impossible que je sois plus infirmière. Genre infirmière, c'est moi. Et je me suis dit, c'est impossible que j'y retourne plus. Donc je me disais, je vais y retourner à un moment donné. Puis finalement, tu vois, les mois ils avancent et tu te dis, ouais, non, en fait, plus rien au monde. Je le dis, je préfère faire n'importe quel autre métier aujourd'hui que celui-là. Plus jamais j'y retournerai. Mais oui, je pense que je l'aurais jamais laissé dans la mer. J'aurais fait le strict minimum. J'aurais dit, écoute, prends tout ce que tu peux et vraiment ce que tu peux pas, je vais le faire. Par fidélité, par conscience professionnelle, je l'aurais fait. Ça, c'est quasi certain. Ah, mais j'y serais allée pas bien. Pas bien du tout. Parce que là, ça s'accumulait. Mais très particulier de ressentir ce sentiment de « je me sens trop mal ».
et je sais pas ce que j'ai en fait. Mais peut-être que si tu l'avais fait, tu serais arrivé... Bon, on veut pas parce qu'on a un ego, mais peut-être que tu vois, c'est des podcasts qu'on a pu écouter où il y a des gens qui n'arrivent même plus à mettre un Ça pied m'a par terre, choquée. qui même ont des trous noirs. Moi, j'ai entendu des trous noirs, c'est-à-dire qu'il y en a une qui disait... je ne pense pas que ce soit une infirmière, mais c'est quand même un burn-out, et elle disait que un jour, elle se lève, et en fait, elle va faire sa douche, elle a fait 3 fois sa douche, et elle a en fait trou noir. Elle s'est rendue compte qu'elle avait fait sa douche pour la 3e fois parce qu'elle s'est vue dans le miroir avec les cheveux mouillés en allant à la douche. T'imagines ? Et c'est dingue de se dire à quel point on peut justement enfouir en nous profondément pour ne pas prendre conscience du mal-être qu'on a. C'est fou parce que y a quelqu'un du coup qui échangeait avec elle et qui lui disait des fois que, comme tu disais, les répercussions sont terribles. Il y a des gens qui sont en invalidité à vie parce qu'il y a une partie du cerveau qui a été atteinte. Et apparemment, ça se voit dans les scanners. C'est incroyable. Mais moi, j'apprends ça. Je savais même pas que ça existait. C'est un truc de fou. Et vraiment, faites attention à vous, toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Faites attention aux signaux d'alerte parce que ça commence petit. Ensuite, ça s'accumule, ça devient gros et après, c'est presque insurmontable. Comme on le disait, il faut des mois, voire des années avec des séquelles à vie. En fait, c'est hyper grave. Et les infirmières, je pense que tu avais partagé les chiffres, c'est plus de 40% des infirmières sont en burn-out, même sans s'en rendre compte. Donc faites extrêmement attention à ça. Et surtout, pensez à vous. Parce que le jour où vous allez plus travailler ou que vous allez partir, en fait, le système va continuer à tourner, difficilement, peut-être un peu moins bien, mais il continuera à tourner. Il y a une autre vie après le métier d'infirmière. Comme je disais, on peut être infirmière toute sa vie. C'est pas en étant au service forcément de l'autre, au sacrifice de soi-même, qu'on est défini comme une bonne infirmière. Pas du tout. Il y a plein de façons d'être une bonne maman, comme il y a plein de façons d'être une bonne infirmière. D'ailleurs, je pense qu'on continue à se soigner autrement, toi comme moi, que ce soit dans notre cabinet de technologie esthétique, ou même au contact, on redonne confiance aux gens. Et avec le coaching, quand on a face à nous une consoeur, une infirmière en souffrance, et qu'on l'écoute et qu'on lui dit c'est ok, je te comprends, on est nombreuses à passer par là, on dédramatise, on déculpabilise, et ça c'est vraiment soigner le cœur, pas de plus beau finalement. On peut même, je suis persuadée, dans encore d'autres branches, s'épanouir avec des qualités d'infirmière. Et de toute manière, on le sait, en étant une bonne infirmière, on est une excellente entrepreneur, c'est sûr. Couteau suisse, adaptabilité, responsabilité, rigueur, même le relationnel, je pense que ça c'est quelque chose de... Bah oui, c'est les meilleures qualités entrepreneuriales. C'est pour ça que moi j'ai toujours, quand t'es infirmière, t'es capable de tout, et si t'es infirmière, c'est sûr t'es une bonne entrepreneur parce que t'as toutes les qualités transférables. Et je voudrais rebondir sur une chose, c'est le fait de ne pas culpabiliser ni avoir honte de prendre du temps pour soi et être soi heureux. J'ai envie de comparer ça un peu avec une relation de couple. Tu peux pas être heureux dans ton couple si toi-même t'es pas heureuse avec toi-même, mais dans le métier d'infirmière c'est un peu la même chose. Comment tu peux soigner, aider et réconforter l'autre si toi t'es au fond du trou? Non, c'est pas possible. Donc prendre du temps pour soi, accepter qu'on ne fasse plus certaines choses, ou on a envie de ralentir, ou on pense à soi parce qu'on est au bord de l'épuisement professionnel, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre métier et pour vous et pour votre vie de famille. Surtout pas culpabiliser de penser à soi. Au contraire, ça devrait presque être l'inverse. Il faudrait culpabiliser de ne pas le faire parce que c'est comme ça qu'on fait après des erreurs et que ça empathie sur les patients et sur sa petite famille et sur son entourage. D'accord. On sait écouter les autres. Il faut juste apprendre à s'écouter soi. C'est hyper important. Parce que c'est notre personne est la personne la plus importante de notre vie. C'est vrai ? Oui. On va s'accompagner tout le long. Oui, fais en sorte d'être ta meilleure amie parce que tu vas te taper toute ta vie, tu vas être avec toi-même. C'est vrai. Donc fais en sorte de t'aimer et d'être bien avec toi-même. C'est comme ça que tu pourras t'occuper encore mieux des autres. J'en suis persuadée. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Pour ce qui est de ma part, j'espère de tout cœur que ce partage, qu'il soit celui d'Anaïs ou le mien, va vous aider à identifier peut-être les signaux précurseurs d'un burn-out, ce qui va vous donner l'élan, le mouvement pour reprendre le contrôle de votre vie avant qu'il soit trop tard. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a rempli cette jauge et dépassé cette jauge, c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière. Donc faites les choses avant qu'il ne soit trop tard.
Pensez à vous, pensez à votre famille et du coup, pensez aussi à vos patients. Bien sûr. Nos témoignages, ce sont que des versions, des belles versions. Je pense qu'on aura certainement l'occasion d'entendre aussi des versions peut-être un peu moins belles au sein de ce podcast ou des choses un peu plus graves pour vous faire prendre conscience que c'est important, encore une fois, de s'écouter et de savoir que parfois l'herbe est plus verte ailleurs. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode.